Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e et dernier rendez-vous de l'IA égalitaire organisé par le Laboratoire de l'égalité. Donc, je suis Alex Van Ruys et je copilote avec Muriel Garnier le groupe de travail sur l'IA et les femmes. Alors, comme vous le savez, le Laboratoire de l'égalité aujourd'hui fête ses 10 ans d'existence et d'expérience aussi, j'ai déjà fait le lapsus. Alors, qu'est-ce que le Laboratoire de l'égalité rapidement? C'est une association qui a pour but de promouvoir l'égalité professionnelle, la défense du droit des femmes et qui compte plus de 1500 membres, tous hommes et femmes confondus. Alors, le Laboratoire de l'égalité est avant tout une force de rassemblement et d'interpellation des personnalités publiques et privées. Il sensibilise l'opinion publique, mais aussi le gouvernement, en émettant des propositions, des solutions sur des sujets très actuels. Il a également une mission de sensibilisation et d'éducation. Donc, je vous propose 3 dates à retenir. Alors, tout d'abord, il y a 2017, date à laquelle le laboratoire s'est emparé du sujet de l'IA et a agi comme un lanceur d'alerte en évoquant la discrimination des algorithmes sexistes et les biais engendrés par les algorithmes. Il y a eu 2019, le livre de Aude Bernheim et Flora Vincent, préfacé par Cédric Villani sous l'égide du Laboratoire de l'égalité, qui s'appelle l'IA, l'intelligence artificielle pas sans elle, où justement Cédric Villani montrait que les femmes étaient en sous-représentation dans le monde de la tech. Et puis, il y a eu 2020, l'année dernière, le lancement du pacte pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes, en complémentarité avec les associations comme le Cercle, Arborus, Femmes Ingénieurs. Alors, le pacte a 4 missions principales: éviter de reproduire les inégalités femmes-hommes dans l'IA, faire de l'IA un moteur d'égalité entre les femmes et les hommes, accélérer la mixité dans les équipes IA, et bien sûr mobiliser tous les acteurs de l'IA. Alors, c'est les 10 ans ont mis en place et l'IA en proposant au monde des organismes de formation et la recherche. Ce dernier rendez-vous et cette dernière été exposés et nombreux à nous suivre, mais également les semaines Bon. Bon, Hélène, on a un petit problème là, on ne t'entend plus. Écoutez, je vais prendre la suite hein, puisque Hélène est sans voix maintenant. On la voit, mais on ne l'entend plus. Oui, donc vous avez été tous très nombreux à participer aux tables rondes précédentes. Hein. Notre objectif de ce mois de l'IA égalitaire est de faire témoigner toutes les parties prenantes de l'IA égalitaire. Et notamment, nous clôturons aujourd'hui par une partie prenante qui pour nous est très importante, qui est le domaine de la recherche, puisque la recherche est à l'origine de la conception et du développement de ces nombreux outils d'IA dans différents domaines. Donc, merci à nos invités d'aujourd'hui et on va venir à votre présentation de chacune et de chacun. Merci d'être avec nous. Donc, je suis Muriel Garnier et en charge du programme Intelligence artificielle et les femmes depuis 2017. Donc, nous avons aujourd'hui consacré cette dernière table ronde à la recherche et nous avons porté une attention plus particulière à la région Occitanie. Vous verrez par rapport à nos intervenants d'aujourd'hui, car aujourd'hui, dans cette région, un écosystème dédié à l'IA est en train de se développer et même s'est développé de manière très importante. Donc, nous avons voulu faire témoigner des acteurs du terrain et qui soient plutôt en région aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons voulu aussi faire cette table ronde sous 2 facettes. D'une part, le témoignage de Pascal et de Lé sur les solutions possibles, solutions possibles ou pas pour intégrer des valeurs éthiques dans la conception et le développement d'outils IA.
Et deuxième facette, plutôt sur la présence des femmes dans le monde de la recherche, comment les attirer, comment les retenir, quelles sont en fait toutes les actions liées au plan d'égalité-diversité qui sont déployées dans ces différents organismes de recherche. Donc, nous allons d'abord démarrer sur la facette, sur l'angle, quelles sont les solutions possibles pour intégrer, éviter les biais dans les outils IA. Donc, on va commencer par Pascal. Bonjour Pascal. Pascal Zaraté, alors je vais vous faire un bref descriptif de sa biographie, mais j'étais impressionnée, Pascal. Vous êtes donc docteur en informatique, aide à la décision. Vous enseignez à l'université de Toulouse 1, à Toulouse. Vous menez des recherches à l'Institut de recherche informatique de Toulouse. Vous dirigez d'ailleurs un des laboratoires dédiés à l'intelligence artificielle. Vos travaux portent sur les systèmes d'aide à la décision, donc les systèmes d'aide à la décision. Alors, vous compléterez, hein, Pascal, si je ne suis pas assez précise et si j'oublie certaines choses. Donc, des systèmes d'aide à la décision de groupe, des systèmes aussi de recommandation avec des approches multicritères. Vous avez fait aussi de nombreuses publications de vos travaux au travers de livres, de revues scientifiques. Vous avez reçu, si j'ai bien vu, un prix en 2018 sur vos travaux. Et vous êtes aussi membre du comité scientifique de rédaction des revues scientifiques internationales. Voilà, si j'ai oublié quelque chose, je vous laisserai compléter. Donc, pourriez-vous, dans votre laboratoire dédié à l'IA, et vous allez nous expliquer ce que vous faites, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités d'intégration de ces valeurs éthiques ou en tout cas de ces biais sexistes dans la conception et le développement de ces outils d'IA. Merci Pascal. Alors, merci Muriel de cette présentation et merci de l'invitation déjà. Donc, je vais juste représenter en fait le laboratoire IRIT. C'est un gros laboratoire qui comprend environ 650 personnes et 7 départements de recherche. Et donc, je suis co-responsable avec une autre collègue qui est directrice de recherche au CNRS, Nathalie Ossenac. Nous sommes toutes les deux co-responsables du département d'intelligence artificielle. Donc, dans ce département, nous avons 3 équipes. Une équipe Adrien, qui contribue au développement de nouveaux modèles en intelligence artificielle pour le raisonnement, la décision, donc c'est là où je travaille, l'argumentation et l'apprentissage. Une équipe Mélodie qui fait du traitement automatique de la langue et une équipe Lilac qui cherche à modéliser des systèmes intelligents s'appuyant sur des théories, des techniques issues de la représentation des connaissances, de la logique, de la théorie des jeux. Voilà. Alors, pour répondre directement à votre question, je pourrais citer des travaux qui sont menés au sein de l'équipe Mélodie en traitement automatique de la langue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut exister 2 biais en intelligence artificielle. Le premier biais, ça va être l'ensemble des données sur lesquelles s'appuient les algorithmes. Donc, on parle beaucoup en ce moment d'apprentissage. Donc, l'idée principale de l'apprentissage, c'est de classifier des données, de faire de la classification automatique. Et donc, pour ça, les algorithmes s'appuient sur ces données. Donc, si les données sont genrées ou si les femmes sont sous-représentées, ben forcément, les algorithmes vont surapprendre des données qui seront plutôt masculines. Donc, je pourrais citer par exemple des travaux de Farah Benamara et de Véronique Morisseau de l'équipe Mélodie qui cherchent à détecter de manière automatique des propos sexistes dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ce sont des travaux de traitement automatique de la langue où on va considérer l'ensemble des écrits sur Twitter, par exemple, enfin, sur n'importe quel type de réseau social. Ça va être l'ensemble de nos données, ça va être le corpus, et donc les algorithmes cherchent à détecter des propos sexistes. La difficulté, c'est de savoir où on met le curseur.
quand est-ce qu'un propos devient sexiste ou ne l'est pas. Donc, ça dépend de son contexte, ça dépend d'un certain nombre d'éléments, et donc tout ça, il faut le modéliser. Donc ça, c'est des travaux, je dirais, sur les données. Alors, je disais tout à l'heure, en fait, que les algorithmes d'apprentissage s'appuient sur les données, et ensuite, donc, il y a les algorithmes. Donc, les algorithmes, ils font en général ce qu'on leur dit de faire, hein, et tout dépend, en fait, des intentions que l'on a derrière. Et ces algorithmes construits majoritairement par des hommes, parce que les femmes sont très peu représentées en intelligence artificielle et de manière générale en informatique. Et donc, il y a peut-être un biais à ce niveau-là aussi sur la construction même des algorithmes. Donc, ce sont des choix qui sont faits en amont. Et donc, pour corriger ce biais-là, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent en intelligence artificielle et plus de femmes à des postes de responsabilité. Donc, il y a deux aspects. Un aspect plus organisationnel, essayer d'attirer les femmes plus vers des métiers d'informatique et d'intelligence artificielle. Et on travaille aussi sur les aspects données, et donc, sur les aspects techniques. Donc, voilà ce que je voulais dire. On ne vous entend plus, Muriel. Vous avez... Oui, excusez-moi. Voilà. Et j'avais une question, parce que vous m'en aviez parlé. Est-ce que vous recevez des directives, si je puis dire, directives ou des cadrages pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse éviter ces biais? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'éliminer ces biais? Comme vous dites, c'est dès la construction de l'algorithme ou dès la constitution de la base de données. Est-ce que ça, c'est déjà cadré, ou il y a des directives au niveau de la recherche publique nationale qui est donnée? Alors, en termes de recherche, je dirais qu'il n'y a pas de directive. Par contre, ce que l'on voit apparaître, il y a des directives, notamment au niveau du CNRS. Donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que notre laboratoire est un laboratoire multitutelle, donc il comprend 5 tutelles, le CNRS et les 4 universités de Toulouse. Et donc, le CNRS a fait des études récemment justement sur l'égalité et la parité et qui montrent qu'il y a une disproportion du ratio homme-femme. Et donc, on voit apparaître, par exemple, des missions parité. Donc, dans notre laboratoire, on a une chargée de mission qui vient d'apparaître, en fait, Sylvie Chambon, chargée de mission égalité-parité. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites d'un point de vue organisationnel par le CNRS, alors peut-être pas encore par les tutelles, par les universités, mais en termes de représentativité des femmes. Après, sur les recherches à proprement parler, pour l'instant, il n'y a pas de directive, mais ce qu'on voit apparaître, c'est une intégration dans tous les projets de recherche, une intégration plus grande de la notion d'éthique. Donc, on essaye d'intégrer la notion d'éthique dans les algorithmes que l'on cherche à créer, mais ça reste à l'état de préconisation, et en termes de résultats, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à expliquer, à montrer, quoi. Voilà. D'accord. Très bien, merci Pascal. J'ai vu que la région Occitanie avait alloué un budget pour à peu près 8 millions d'euros pour 11 projets de la région Toulouse, et donc j'ai vu qu'il y avait des projets de vos laboratoires. Donc ça veut dire que ça continue à se développer fortement. Merci Pascal. On va passer maintenant la parole à Lê Nguyen Oang. J'espère que j'écorche pas votre nom, Lê. Voilà, donc vous êtes mathématicien, informaticien, chercheur et médiateur scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous êtes aussi président de l'association Tournesol. Vous pourrez nous dire quelques mots aussi de cette association. Et votre obsession, vous, c'est de justement traquer les biais sur les réseaux sociaux, et pour cela d'évaluer la qualité
des contenus sur ces réseaux sociaux. Alors justement, comment faites-vous? Expliquez-nous comment vous traquez. Pascal l'a évoqué au travers détection de propos sexistes. Mais comment faites-vous? Je crois que vous êtes très spécialisé sur ces réseaux sociaux. Donc, merci. Donc je suis un grand utilisateur des réseaux sociaux et donc je tiens aussi une chaîne YouTube, donc je suis très exposé, on va dire, à toutes sortes de biais ou de problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et donc, j'aimerais juste insister sur, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'aimerais vraiment insister sur l'ampleur aujourd'hui et l'impact de ces biais. J'ai énormément de collègues hommes et femmes, et on sait très bien que les réseaux sociaux sont beaucoup plus difficiles, beaucoup moins agréables à utiliser lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on est une personne d'une minorité. Les agressions sont très fréquentes et parfois très, très violentes. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu de réguler, de modérer les discours de haine ou agressifs ou sexistes. Et donc, il y a vraiment un vrai enjeu, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur des réseaux comme Twitter ou LinkedIn, c'est pas juste une vie en ligne qui se joue, c'est aussi des opportunités professionnelles qui se jouent. Donc, je pense que l'égalité homme-femme se joue aussi énormément sur les réseaux sociaux, en particulier le fait que ces réseaux sociaux soient bienveillants et accueillants pour toutes sortes de personnes. Et ça soulève énormément de questions sur comment est-ce qu'on identifie les messages ou les contenus qui sont plus bienveillants, de meilleure qualité, plus informatifs. Et donc ça c'est vraiment l'enjeu qui me préoccupe le plus, donc l'éthique de ces contenus et en particulier la recommandation de ces contenus. Parce qu'une autre chose à dire, c'est que sur ces réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation jouent un rôle énorme. Par exemple, sur YouTube, 2 vues sur 3 est le résultat d'une recommandation d'un algorithme. Donc, si cet algorithme recommande tel contenu à certaines populations, tel autre contenu à telle autre population, ou s'il recommande tout simplement des contenus plus agressifs envers certaines populations, donc il y a des vrais problèmes de biais à très grande échelle. Et donc, le projet sur lequel on travaille donc avec l'association Tournesol, en partenariat avec l'École politique fédérale de Lausanne où je travaille. C'est un projet donc, qui s'appelle Tournesol, où on cherche à avoir une approche participative pour essayer d'identifier les contenus de qualité, les contenus plus bienveillants, les contenus qui sont plus appropriés à toutes sortes qui sont plus inclusifs, qui promeuvent davantage la diversité. Et donc, on a une plateforme qui s'appelle Tournesol, tournesol.app, où différents contributeurs peuvent créer des comptes et ensuite fournir des jugements sur quelles vidéos sont préférables à recommander selon différents critères. Et ensuite, on essaie d'entraîner des algorithmes qui essaient d'analyser ces données pour ensuite fournir des recommandations qui sont en fait le résultat des avis des différents contributeurs. Je suis pas mal parlé, je sais pas s'il y a des questions. Et donc, est-ce que vous avez des mesures, est-ce que c'est quantifié, est-ce que vous avez des mesures pour détecter tous ces biais? Est-ce que vous avez un volume de biais que vous avez détecté? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs, si vous en avez? Ouais, alors sur Tournesol, ça a encore un peu commencé. Par contre, en termes d'indicateurs intéressants à soulever, je peux partager les statistiques de ma chaîne, par exemple. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui parle de mathématiques et informatique. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a 94% de vues qui sont des hommes et seulement 6% de vues de femmes sur YouTube. Et c'est un phénomène qui n'est pas du tout restreint à ma chaîne. Dans la communauté des vulgarisateurs scientifiques, c'est des statistiques assez courantes, surtout quand on se rapproche des domaines comme l'informatique ou les mathématiques, où malheureusement il y a un biais encore plus prononcé. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'énorme, de très préoccupant, surtout si on réfléchit à l'importance qu'il y ait de la diversité au sein des créateurs des algorithmes, donc au sein de la recherche en informatique, des développeurs dans les entreprises, des managers, ainsi de suite. Souvent, ça commence dès le plus jeune âge et tout au long de la vie pour essayer d'encourager toutes sortes de personnes de s'intéresser à ces domaines. Et malheureusement, en ce moment, en tout cas via le canal qui est YouTube, ce n'est pas du tout l'inclusivité qui apparaît, puisque en fait, il y a un phénomène d'aggravation, puisque
mes vues sont essentiellement chez les hommes. Et l'algorithme de YouTube, d'une certaine manière, y est pour beaucoup, puisque, encore une fois, 2/3 des vues viennent de cet algorithme de YouTube. D'accord. Et donc, vous allez continuer dans cette voie-là, si j'ai bien compris. Vous allez continuer à étudier tous ces biais et essayer de les… Enfin, je ne sais pas comment vous corrigez tout ça, mais c'est le but, c'est de les corriger également, non? Donc, oui, donc l'objectif, ça serait vraiment déjà d'essayer d'identifier les vidéos de meilleure qualité et également des vidéos qui seraient plus appropriées à différents publics. J'ai fait par exemple des vidéos sur ma chaîne en parlant de maths qui parlent de football. On sait que le football parle un peu plus aux hommes qu'aux femmes a priori. Et il y aura peut-être des manières de parler de ces sujets qui soient beaucoup plus appropriées à d'autres publics. Donc, on essaie de demander les avis des contributeurs pour essayer d'identifier de telles vidéos. Et l'une des difficultés aussi que je pourrais mentionner dans ce projet, c'est que comme c'est un projet participatif, donc ça dépend des contributeurs qui viennent participer à Tournesol, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait aussi un biais dans l'ensemble des participantes, comme il y a un biais dans l'ensemble de mes spectateurs. Et donc, ça va être un biais qu'il va falloir corriger. Et donc, on a aussi un programme de recherche à l'EPFL pour essayer de corriger cela. Donc, intuitivement, l'idée, ça serait qu'à chaque fois qu'une femme participe, on lui donne d'une certaine manière plus de droits de vote parce qu'elle représente une plus grande communauté parmi les gens qui n'ont pas été représentés dans l'ensemble des participants. Et on cherche justement à formaliser ça, à rendre ça robuste et à bien comprendre tous ces problèmes. Donc, c'est aussi des enjeux de recherche qui nous préoccupent. D'accord. Merci Lé. J'ai oublié de dire, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil des présentations et nous y répondrons en fin de rendez-vous, en fin de session. Hein. Nous avons prévu d'accorder à peu près 10 minutes pour répondre à ces questions, donc n'hésitez pas à les poser. On y répondra tous les uns les autres. Alors voilà, alors c'est très court, hein, certes, au travers des 2 témoignages de Pascal et de Lé, vous donner un peu la façon dont ça pouvait se passer dans la conception et le développement des outils IA, et nombreux sont ces outils, donc on ne peut pas vous donner la vision d'ensemble. Maintenant, si nous abordons la deuxième facette de la présence des femmes, et vous l'avez évoqué vous-même, Pascal et Lé, le manque de femmes dans les sciences, dans le numérique et dans la recherche. Donc, on va, avec Corinne et Ingrid, voir comment bien on peut attirer les jeunes filles dans ce monde et comment les retenir. Donc, Corinne, donc bonjour Corinne, merci d'être là. Donc, Corinne Joffre, donc vous êtes docteur en biophysique et bioinformatique. Vous avez à peu près passé 10 années dans l'ingénierie de projets européens, notamment pour le CNRS. Et maintenant, vous êtes secrétaire général depuis septembre 2019, secrétaire général de l'ANITI, qui est l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse et qui est labellisé par l'État. Vous nous donnerez une petite présentation de l'ANITI. Hein, je crois que vous êtes la plus à même pour le faire. Et donc, vous pourriez nous expliquer, vous, en tant que secrétaire général, et puis globalement, au niveau de l'ANITI, quelles sont toutes les actions que vous déployez pour ces mesures d'égalité femmes-hommes, professionnelles femmes-hommes. À vous, Corinne, merci. Merci pour l'invitation et pour cette introduction. Donc, en effet, ANITI a démarré en septembre 2019 avec le label du programme Investir l'avenir. Donc, c'est un des objets du plan Villani pour l'intelligence artificielle et un développement solide en France. Donc, on est 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle en France, dont l'un à Toulouse. Et notre spécificité à Toulouse, ça a été de choisir de travailler sur l'IA dite hybride, c'est-à-dire qu'on intègre de manière très, très forte en fait des techniques d'apprentissage automatique à partir de données et des modèles permettant d'introduire en fait des contraintes et d'effectuer des raisonnements logiques. Et donc cette IA hybride est importante en fait parce qu'elle permet de renforcer nos capacités en termes d'explicabilité ou d'interprétabilité des prédictions qui sont ensuite générées par les algorithmes d'apprentissage automatique
Et cette explicabilité, c'est fondamental, alors, notamment quand on veut intégrer de l'IA dans des systèmes critiques et les certifier, mais aussi pour rendre l'IA acceptable. Si je prends l'exemple des prêts bancaires qui pourraient, donc voilà, qui sont déjà des fois déterminés par des algorithmes, on comprend bien qu'un refus de prêt, notamment au niveau individuel, a besoin d'une explication de la décision, de comment elle a été prise. Donc, dans Anity, voilà, on travaille fortement sur cette question d'explicabilité et ça introduit donc des recherches aussi sur la robustesse des algorithmes et la détection des biais indésirables. Donc, dans les données, je ne vais pas revenir sur ce que Pascal a dit, et puisque de toute façon, on travaille donc très étroitement avec l'IRIT dans Anity. Donc, en effet, hein, les algorithmes ne sont pas neutres, même s'ils sont mathématiques et informatiques. Ils sont conçus par des êtres humains, beaucoup par des hommes, et qui utilisent des données également voilà, collectées avec un certain nombre de biais et dont il faut pouvoir tenir compte en fait, quand on génère cette activité-là. Pour nous, il est important qu'en fait, toute la chaîne de l'IA, finalement, soit sensibilisée à l'existence des biais et se place dans une démarche, en fait, éthique quand ils conçoivent de l'IA, que ce soit le concepteur de l'algorithme, le développeur, l'intégrateur qui va donc créer l'application à partir des algorithmes et l'utilisateur. D'ailleurs, dans Anity, on travaille aussi sur les aspects juridiques de l'IA et les enjeux moraux et éthiques qui y sont associés. L'idée étant de fournir aux législateurs, hein, au niveau national, au niveau européen aussi, des clés pour déterminer en fait des règles de responsabilité qui soient pertinentes dans le domaine de l'IA et qui protègent le consommateur et qui permettent aussi de générer des systèmes d'assurance adaptés à l'IA. Donc, nos chers examinent comment ces approches hybrides, ces méthodes hybrides peuvent répondre aux exigences légales et éthiques des systèmes d'IA, par exemple en travaillant sur les définitions formelles et légales des biais, qui permettraient de mettre en place des contrôles traçables et voilà, réalisables sur des cas d'usage à grande échelle voilà, dans le monde réel et industriel notamment. Donc, dans Anity, voilà, on est convaincu de l'importance de sensibiliser voilà, tout au long de cette chaîne, mais aussi d'avoir des équipes plus diverses. C'est effectivement un levier important. Donc, il y a des études qui montrent que la plus-value d'avoir des équipes mixtes dans différents secteurs professionnels. Mais au sein d'Anity, voilà, on est vraiment convaincu qu'en intelligence artificielle, c'est également le cas. Et que c'est une façon de contribuer à détecter et à limiter voilà, l'impact des biais dans l'IA et derrière également à favoriser l'acceptabilité de cette nouvelle technologie. Donc nous, on est parti de nous-mêmes du constat de la difficulté à recruter des femmes en fait, dans nos équipes de recherche. On a recruté donc, un certain nombre de doctorants et de postdoctorants. Et donc, en réalisant voilà, la difficulté finalement à recruter des femmes, même dans nos équipes, on a décidé de créer une commission mixité. Donc, on est une dizaine de membres à peu près, pour mettre en place des actions concrètes permettant de diversifier les équipes de demain et d'après-demain dans le domaine de l'IA. Donc, c'est des actions qu'on mène beaucoup en partenariat avec nos partenaires académiques et avec nos partenaires industriels, de façon à sensibiliser une chaîne assez large en partant des publics scolaires, donc des publics les plus jeunes, jusqu'au public adulte, que ce soit des personnes en reconversion, mais aussi des managers dans la recherche, mais aussi voilà, dans l'industrie, qui sont amenés à recruter des personnes et à monter des équipes d'IA. On travaille également avec les enseignants et avec voilà, ces publics qui sont proches des publics scolaires et qui transmettent des messages sur l'IA de façon à ce qu'ils soient vigilants sur les biais, sur l'image quelque part déjà très genrée en fait qu'on a, les représentations très genrées qu'on a des nouvelles technologies dont l'IA. Donc on a des actions auprès des scolaires. On a un dispositif qui s'appelle ASTEP qui animé par l'association La Main à la Pâte et qui permet de sensibiliser les jeunes publics à l'approche scientifique. Et donc, on a développé un volet IA pour ASTEP, ce qui permet à des écoles de primaire d'avoir une approche scientifique et pédagogique de l'IA au travers de projets qui sont menés par des étudiants, typiquement des étudiants en licence.
On travaille beaucoup avec le rectorat sur un plan de formation des enseignants et des personnels d'orientation et de l'ensemble même des personnels du rectorat sur l'IA. On agit aussi avec le secteur de l'industrie. On a lancé un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices sur cette question de la diversité des équipes en IA. On a une dizaine de membres à ce jour. Et l'idée donc que ces personnes promeuvent la diversité des équipes en IA au sein de leur entreprise. Et là, plus récemment, on a monté un réseau de mentoring qui est composé d'hommes et de femmes au niveau des mentors, mais qui cible les étudiantes en licence et en master pour leur montrer en quoi les femmes ont un rôle à jouer dans l'IA et les accompagner vers cela. Et pour nous, un des enjeux forts, c'est vraiment de leur montrer pourquoi, de leur faire comprendre pourquoi cette diversité des équipes est importante, notamment dans le secteur de l'IA, justement pour lutter contre les biais, contre les discriminations qui peuvent avoir lieu dans ce domaine-là en particulier. D'accord. Si je comprends bien, la mise en place de ces instituts interdisciplinaires a un impact important. Enfin, vous n'avez pas encore, j'imagine, mesuré tous les progrès et quantifié les résultats, mais de ce que vous dites, ça veut dire que d'ici, je ne sais pas, parce que c'était 2019, ça veut dire que d'ici un an, vous aurez déjà un peu les fruits de toutes les actions que vous avez mises en œuvre, en fait. C'est ça. Alors, ça fait partie de nos missions, hein, effectivement, en tant que 3IA, de porter ce message auprès d'un large public autour de l'IA. Donc, c'est une mission qu'on mène au travers de ce que j'ai décrit. On a effectivement l'ambition d'avoir une capacité à mesurer l'effet de nos actions. Donc, voilà, ce n'est pas des choses toujours évidentes. Là, on a beaucoup travaillé dans ces 2 premières années sur les actions en elles-mêmes. Et effectivement, sur cette année 2021-2022, on commence à mettre en place des questionnaires qui nous permettront effectivement de mesurer l'impact de nos actions et on vous en fera part avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Corinne. Donc, Ingrid, je vais aussi rapidement faire votre biographie. Donc, vous êtes de formation juridique. Vous avez rejoint le CNRS d'abord au siège, puis maintenant vous êtes en région Occitanie, responsable ressources humaines depuis 2011 et depuis 2017, vous êtes référente égalité de la région. Et donc, à ce titre-là, également, pourriez-vous nous dire, hein, au niveau de la région, enfin CNRS Occitanie, toutes les actions que vous déployez pour mettre en œuvre cet objectif d'égalité professionnelle femmes-hommes. Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas pouvoir décliner vraiment toutes les actions, mais j'ai choisi dans mon propos d'en développer 3 pour vous donner une idée en fait de ce que ça peut représenter et des impacts. Donc, le propos est vraiment relatif au développement d'une politique égalité en région. Donc, pour la délégation Occitanie-Ouest du CNRS depuis 2017, à travers un plan d'action pluriannuel qui est parfaitement soutenu par Christophe Giraud, qui est le délégué régional, mais aussi par le Fonds en faveur de l'égalité professionnelle. L'idée étant, bien entendu, de mettre l'égalité au cœur de toutes les structures scientifiques. Et pour le CNRS, cela représente environ 1800 personnes et 380 stagiaires qui sont répartis dans 80 structures de recherche. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos structures sont mixtes, nos laboratoires sont mixtes. Donc l'impact d'une politique égalité va dépasser très largement le seul seuil de l'établissement CNRS. On va le voir un petit peu plus tard d'ailleurs, parmi le choix d'une action. Donc, bien sûr, ce plan d'action régional pluriannuel est adossé à un plan national, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est prévu pour 2021 et 2023 au CNRS et qui est le 2e plan de l'établissement. Alors, les 3 actions régionales opérationnelles que j'ai choisies. Tout d'abord, vous parlez de comment lutter contre les stéréotypes, valoriser l'image des femmes scientifiques dans les laboratoires. Donc, trop souvent dans nos milieux,
les métiers scientifiques et techniques sont vraiment à tort trop souvent considérés comme des métiers masculins. Donc, ce qui a été mis en œuvre comme initiative, c'est de valoriser à travers le passé, aujourd'hui, toutes les disciplines pour inspirer les jeunes et de mettre en avant des scientifiques femmes. Donc, à travers une exposition itinérante que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'exposition itinérante La science taille XXL, qui a été créée en 2018 et un projet porté de manière partagée avec la mission égalité de la mairie de Toulouse, mais aussi l'association Femmes et Sciences et le CNRS Occitanie-Ouest. Ainsi, on a pu réaliser au cœur de la ville une exposition avec un parcours pour présenter des noms qui figurent sur les plaques de rue de 12 femmes scientifiques contemporaines. Et c'est une exposition qui s'est vraiment prolongée et qui a essaimé à travers toute la France. Aujourd'hui, voilà, ce sont plusieurs régions d'Île-de-France, mais aussi Lyon, Grenoble, Marseille, qui s'enrichissent de ces expositions pour permettre de donner de la visibilité aux femmes en sciences et de lutter contre les stéréotypes. Donc voilà, ça c'était la première action que je voulais mettre en avant avec ces résultats, on va dire en termes de visibilité, de meilleure connaissance de ce que font les femmes scientifiques contemporaines. En deuxième lieu, je voulais vous parler d'une autre action qui a été choisie pour permettre le développement d'une culture commune de l'égalité au sein des laboratoires, et notamment la création d'un réseau de 65 correspondantes égalité en unité. Donc tout à l'heure, on en a cité une, qui est Sylvie Chambon-Aléry. Et merci Pascal pour l'avoir citée. Donc aujourd'hui, c'est un réseau de 65 personnes, dont 22% d'hommes qui, au sein même des structures, prennent en charge les questions d'égalité à travers une aide de mission, qui font référence au sein de leur collectif et auprès des directions d'unité. C'est un réseau qui est mixte, c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le tri entre les origines, les statuts, les métiers ou l'organisme d'appartenance. Il a été créé en 2018, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont armées pour répondre sur le terrain à différents enjeux liés à l'égalité. Donc, animer des sujets, sensibiliser, relayer, communiquer et effectivement faire également le lien avec les directions, une écoute de proximité au titre de la prévention des VSS, des campagnes de sensibilisation, la création d'événements réguliers. Voilà, alors je pourrais les détailler et puis les quantifier, mais je pense que la mesure du résultat de ces actions-là est relativement importante puisqu'elle se situe au cœur des laboratoires, au plus près des agents. Maintenant, elle mérite de mûrir dans le temps et de se mesurer de manière un petit peu différente que celle que je viens de présenter. En 2021, c'est un réseau qui est également partagé avec les autres établissements de recherche en région et donc en passe de constituer une force que j'estime considérable avec une synergie pour faire bouger les lignes sur vraiment tout ce qui est question d'égalité en mutualisant les actions, en collaborant à tous les niveaux, mais aussi en essaimant, puisque les réseaux égalité ont également une vocation à être instaurés dans d'autres délégations, et c'est le cas de la délégation Rhône-Auvergne et Alsace du CNRS. Donc, il y a 18 délégations en France, on a encore du pain sur la planche. Et enfin, le dernier point concerne, dans le prolongement de la création de ce réseau, l'accompagnement des directions d'unité pour agir. Donc, vraiment sur l'ensemble des axes de progrès de l'égalité, dans une approche qui est plus stratégique et on va dire résolument engagée à travers les directions d'unité. Donc, sur 2021, nous avons une action de coaching qui est une action de coaching individuelle, mais aussi collective, pour outiller et apprendre à agir en tant que direction. Donc, ça concerne à peu près 80 personnes. C'est une action qui va être complétée par un guide de l'égalité qui va mettre en avant
les points sur lesquels les décideurs peuvent agir dans leur périmètre d'unité. Le temps de travail, la sélection recrutement, l'organisation des colloques, les manifestations, l'accompagnement du congé de maternité, la nomination au poste clé, les carrières, l'accompagnement des carrières. Bref, aussi, savoir communiquer au sein d'une unité pour rendre visibles les femmes à tout moment, y compris à travers des sujets de recherche, et on les a vus pour l'IA, mais pour une recherche plus égalitaire à travers notamment les projets HCERS. Voilà, j'ai balayé 3 actions que j'avais choisies pour ne parler que de celles-là et qui vous donnent quand même, on va dire, une visibilité de ce qui peut se faire en région et sur le terrain en matière d'égalité professionnelle. Bien, ben, très très intéressant Ingrid, hein, puisque en fait se met en place de manière très concrète ce qu'on avait proposé dans le pacte, nous, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, on est ravis que des acteurs comme vous le fassent et que ça puisse faire avancer le sujet. Alors, dans le timing, on est un peu en retard, je m'en doutais, et comme c'est une session un peu particulière, puisqu'on clôture ce mois de l'IA, on va déborder, ce n'est pas grave. On va consacrer rapidement quelques minutes à une question que je vais vous poser à chacune d'entre vous, et ensuite on abordera les questions. On en a un certain nombre et on tient absolument à y répondre. Donc, la question que je vous pose, et on refera le même tour de table, c'est quelle est la mesure pour vous qu'il faudrait mettre de manière peut-être, alors je ne sais pas, de manière urgente, ou en tout cas, quelle serait la mesure principale que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour accélérer l'atteinte de cet objectif et pour aller plus loin, pour aller plus vite. Alors, on refait le tour de table. Pascal, très rapidement, si vous aviez une mesure, une action phare. Une mesure phare, je dirais recruter, inciter plus les femmes à travailler dans le milieu de la technologie, recruter plus de femmes. Voilà, moi c'est ce que je ferais en premier pour essayer de rééquilibrer un petit peu les forces en présence. D'accord. Merci Pascal. Léa? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais une des choses que je pense mettrait plus d'attention, c'est un désinvestissement en fait, dans la recherche. Surveiller les réseaux sociaux, c'est un travail énorme. Et je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus de gens qui essaient de comprendre ce qui se passe pour rendre ces réseaux plus bienveillants vis-à-vis des minorités et des femmes. Donc, excuse-moi, donc ça veut dire plus d'investissement dans la recherche. Dans la recherche, pas. À la fois public et privé. D'accord. Corinne? Moi, je dirais sensibiliser, vraiment faire comprendre où est l'enjeu de la diversité des équipes. Ça a un vrai impact dans le domaine de l'IA sur les résultats et sur l'acceptabilité de cette technologie. Ça a un impact vraiment sur la société, y compris au niveau individuel. Donc, faire comprendre en quoi vraiment c'est crucial d'avoir des équipes diverses, particulièrement dans plein de domaines, mais particulièrement dans cette thématique, et au plus haut niveau des hiérarchies, parce que voilà, c'est là où les décisions se prennent, et c'est important qu'ils aient cette sensibilisation en prenant vraiment le pourquoi de la démarche. Le sens, oui. Ouais. Merci. Merci Corinne. Ingrid? Pour ma part, il y a peut-être 3 niveaux. Je trouve très important que les jeunes soient sensibilisés pour faire un choix de carrière scientifique. Donc, ça signifie qu'il faut donner vraiment de la visibilité aux chercheuses, aux chercheurs, etc. Mais aussi les accompagner mieux à travers le mentorat, notamment. Et ensuite, je dirais qu'il y ait partager une culture commune de l'égalité professionnelle dans tous les domaines pour que, justement, l'impact de la mixité soit complètement intégré à tous les niveaux et pour tous les établissements, puisque nous sommes dans un milieu mixte. Et donc, porter d'une seule voix cette mixité
ces enjeux-là de l'égalité va leur donner plus de force, à mon avis. Voilà. Donc, c'est plusieurs niveaux de mesure. Tout à fait. Merci Ingrid. Alors, merci aussi pour vos réponses à cette question. Alors, on va aborder les questions. Donc, je vais, à moins qu'Hélène, tu veuilles les rebalayer, mais si tu as un problème de son, comme tu veux. Écoutez, je peux en faire au moins une tant que j'ai ma connexion qui est stable. Allez, vas-y. Donc, la dernière qui vient d'arriver, c'est comment faut-il faire pour élargir les thématiques des recherches de l'IA? Donc, si l'un d'entre vous veut répondre. Moi, je peux donner quelques éléments de réponse. En fait, dans la recherche, il faut distinguer en fait, ce qui va être fait en recherche purement théorique en informatique, en IA, et les domaines d'application. Donc, les domaines d'application, ça peut être, on peut faire de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine pour faire de la détection d'images, par exemple. On peut faire de l'intelligence artificielle ou de la recommandation sur Amazon, sur des réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça va être appliqué plus à des modèles économiques. Donc, il y a différents domaines d'application. Et plus on va diversifier les domaines d'application, meilleurs les retours seront. Parce que lorsqu'on va faire en fait une application dans un domaine particulier, on va toujours avoir un retour sur notre algorithme qui n'est pas efficace ou qui est moins efficace si on bascule d'un domaine d'application à un autre. Et donc, plus on va diversifier, plus on va appliquer les travaux dans différents types de domaines, mieux ça sera. Donc, moi, c'est ce que je ferai. Voilà. Alors, je vais remonter. Alors, je vais remonter Merci, à une question. Merci, Pascal. Une question. Alors, concernant la présence des femmes dans les métiers scientifiques, l'influence vient de l'école, où vous intervenez parfois, mais aussi du foyer. Que pensez-vous d'une initiative à destination des jeunes et futurs parents? Alors, j'avais commencé à répondre dans le chat, mais effectivement, il y a tout un axe à destination des parents. Et aujourd'hui, dans les établissements, on peut engager assez facilement des actions d'accompagnement envers les parents pour les sensibiliser à travers une discussion sociologique sur la parentalité et sur les effets, on va dire, de l'éducation en termes d'égalité professionnelle, notamment à terme. Et c'est un sujet dont on s'est emparé à travers des entretiens RH notamment, mais aussi un séminaire annuel de la parentalité qui va être en 2021 mixte avec d'autres établissements publics justement pour sensibiliser les parents, les futurs parents pour le coup, à ces questions importantes de l'éducation. Oui. Merci Ingrid. Alors, j'ai une question. Excusez-moi, je prends peut-être ça un peu dans le désordre, mais je la trouve aussi intéressante. Est-ce que la réforme de la recherche qui adosse des thèmes et fonds à une structure projet, donc à durée déterminée et finie, vient plutôt ou pas spécialement en entrave à la titularisation de femmes dans ces métiers de recherche? Observe-t-on des faits sur ce sujet? Est-ce que ça… Alors, oui. Pour ce qui concerne l'établissement CNRS, je n'ai pas vu de frein à la titularisation de femmes. Alors maintenant, on n'a peut-être pas beaucoup de recul. Dans tous les cas, voilà, la non-titularisation répond plutôt à des critères qui sont vraiment de l'ordre de la compétence et de la réalisation des activités ou de la recherche. Hein, donc, ça serait vraiment discriminant que de ne pas titulariser quelqu'un pour des questions liées au sexe. Voilà. Alors après, il peut y avoir des problèmes de relations de travail. Mais non, nous n'avons pas, pour le moment en tout cas, cette question-là n'est pas posée. D'accord. Merci Ingrid. Alors excusez-moi parce que je lis en même temps les questions. À quel point le sujet éthique de l'IA
est-il suffisamment adressé ou pas par les entreprises privées et le public? Est-ce que là, oui. Alors, je peux répondre en tant que, notamment membre du conseil d'éthique d'Orange, qui vient d'être créé. Et donc, c'est une nouvelle initiative, donc ça progresse, ça va dans le bon sens, on va dire. Mais à mon sens, c'est encore très largement insuffisant. Et il faut beaucoup plus d'efforts dans cette direction, à la fois du privé et du public, je dirais. Il y a aussi pas mal de choses intéressantes qui se passent dans le public qui montent. Par exemple, dans les conférences de machine learning, maintenant, il y a des sections obligatoires qui parlent des conséquences sociales des algorithmes, du papier de recherche. Donc, je pense que c'est des initiatives intéressantes. Alors, une question, on en parle beaucoup de ce Parcoursup. Et donc, une question, avez-vous une opinion sur Parcoursup, algorithme majeur dont les biais peuvent avoir des conséquences fortes? Alors, je ne sais pas si vous avez une opinion sur ce... J'ai répondu en direct là sur le... Ah pardon, j'ai pas vu. Question-réponse. Je ne connais pas l'algorithme de Parcoursup. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît vraiment. On en parle beaucoup, mais c'est sûr que ça a des incidences importantes sur l'orientation des jeunes. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît véritablement cet algorithme, son contenu, sur quoi il est basé. Donc, moi, je ne peux pas répondre. Donc, il y a une excellente vidéo de Science Étonnante sur Parcoursup qui fait 40 minutes et qui explique certaines choses. Après, il y a toujours potentiellement des biais un peu cachés qui viennent souvent, en fait, notamment des interventions humaines, parce que dans Parcoursup, dans un moment, les universités vont classer les différents candidats, ou plutôt les professeurs des universités vont classer les candidats. Donc là, il y a potentiellement des biais, d'autant que s'ils doivent classer à la main 100 000 candidats, je ne sais pas quel nombre de candidats, mais j'ai entendu dire que ça peut être des tâches assez laborieuses et du coup avec potentiellement des biais à étudier. Bon, oui, à étudier comme vous dites. Autre question pour Pascal et Lee. Quels sont les indicateurs que vous utilisez pour mesurer le succès de vos travaux et l'expansion ou non de l'égalité grâce à vos travaux? Alors, est-ce que Pascal? Alors, j'ai mis une petite réponse là qui dit sur les travaux, par exemple, de détection des propos sexistes. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec des méthodes statistiques et on fait des tests statistiques on fait tourner l'algorithme un certain nombre de fois et on regarde si l'algorithme est assez efficace, il arrive à détecter ces biais ou pas. Et donc, les indicateurs, ça va être ces tests statistiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc on a des seuils sur lesquels en fait on est satisfait à partir d'un certain seuil. Si l'algorithme arrive à détecter des propos sexistes un certain nombre de fois, et donc ça va être notre indicateur d'efficacité. Pour Tournesol, aujourd'hui, la mission principale, c'est surtout de collecter une grande base de données. Donc, juste le nombre de données qu'on arrive à collecter, par exemple, qui est un indicateur. Après, sur les conséquences, notamment en termes d'égalité, c'est des choses qu'on aimerait vraiment étudier. Et on a des projets pour essayer de voir, par exemple, l'impact que ça a sur un utilisateur de recevoir d'utiliser l'extension de Tournesol pour recevoir des contributions, des recommandations de Tournesol. Mais voilà, c'est tout un champ de recherche d'essayer de mesurer tout ça. Donc, oui, disons que oui, il reste encore à faire pour mesurer ces impacts, en fait. Il reste des instruments de mesure à concevoir. Une autre question, est-ce qu'à l'IRIT, les équipes sont pluridisciplinaires, mélangeant philosophes, anthropologues, sociologues, éthicistes, computer scientists, informaticiens, informaticiennes? Pascal? Non. Non. À l'IRIT, il n'y a que des informaticiennes, donc on a deux sections. On a le comité national universitaire qui est découpé en différentes sections scientifiques,
Donc, l'informatique, c'est la 27e et 61e, c'est informatique, génie industriel, informatique industrielle. Donc, on a ces deux sections qui sont représentées uniquement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans tous les projets que l'on soumet, on nous demande de plus en plus en fait d'avoir des travaux pluridisciplinaires. Donc on a beaucoup de collaborations avec l'université Jean Jaurès par exemple, des linguistes, avec des sociologues, avec des anthropologues, donc à Toulouse mais aussi à l'extérieur de Toulouse. Et donc actuellement, si on veut gagner des financements, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, il faut montrer beaucoup de collaboration pluridisciplinaire avec d'autres équipes, d'autres disciplines. Voilà. Je peux réagir. C'est voilà aussi la dynamique d'Anity, hein, de mettre vraiment l'interdisciplinarité au cœur de nos recherches. Et on a dans Anity effectivement des sociologues, philosophes, des juristes. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un panel large de disciplines et de les faire travailler ensemble sur cette question de l'IA, des algorithmes, de leur robustesse, de leur explicabilité. Donc, constante dans le projet. Et peut-être pour rebondir aussi, c'est vrai que le projet HCERS est un endroit où on peut développer des actions spécifiques qui vont permettre le développement de l'égalité dans la recherche. Donc, il faut vraiment en profiter pour les mettre en avant et faire évoluer les projets quelque part en fonction de ces éléments-là. Oui, tout à fait. Alors, je vais finir la session questions-réponses, juste pour qu'on puisse avoir répondu à toutes les questions. Et d'ailleurs, ça s'adresse à Pascal parce que Lé a déjà répondu. C'est dans vos travaux de recherche, avez-vous considéré la méthodologie ou process, alors je connais Value Sensitive Design, et si oui, c'est-elle avérée une méthodologie, un processus pertinent et pourquoi? Et voilà, et ça sera la dernière question, parce que là, on est à 10 minutes de plus que l'heure prévue. D'accord, donc je vais répondre rapidement. Donc, alors, je ne connais pas tous les travaux qui sont faits à l'IRIT. Donc, si je ne me trompe pas, la méthodologie Value Sensitive Design donc, permet de prendre en considération en fait, des aspects humains dans de la créativité technologique. Donc, je ne pense pas que cette méthodologie soit utilisée, sauf dans des travaux de collaboration avec d'autres disciplines que je ne connais pas forcément. Mais à l'IRIT, non, je n'ai pas entendu parler de cette méthodologie-là. Voilà. D'accord. Bon. Il a répondu, donc par écrit. Ben écoutez, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. On a dépassé la 10 minutes. Je vais laisser Hélène conclure. J'espère qu'on va t'entendre, Hélène. Mais bien sûr, on va m'entendre pour le mot de la fin. Donc oui, merci, comme disait Muriel, merci à vous quatre d'être arrivés sur notre plateau et de nous avoir fait l'honneur d'animer cette dernière table ronde. Merci à tous nos auditeurs, à toute notre audience qui a été extrêmement active sur le chat. C'était passionnant de vous entendre, très inspirant. Et nous allons bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter et Instagram, relayer cette table ronde. Il y aura donc un replay pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui ont leur voir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à le partager. C'était vraiment formidable de tous vous avoir, que ce soit les associations au tout début de notre mois de l'IA égalitaire, les médias la semaine dernière, les formations, les entreprises, vous, la recherche. C'était vraiment un extrêmement positif bilan sur l'IA vu sous tous les angles de vue différents et c'était vraiment passionnant. Donc, merci à vous tous aujourd'hui, mais également toutes les sessions précédentes depuis le tout début du mois de juin. Infiniment merci pour votre participation et on espère vous rejoindre, que vous nous rejoignez
le site du laboratoire de l'égalité de façon à partager encore plus de vision sur les femmes dans les sciences, l'égalité salariale, l'égalité professionnelle. Et donc, infiniment merci à tous pour et à toutes pour vos participations. Et donc, pour finir, vous aurez à disposition tous les liens vers toutes les ressources mis à disposition par chaque intervenant de chaque table ronde. Donc, on va vous envoyer un récapitulatif de tout le mois de l'IA. Et merci à vous tous parce que bien, vous êtes des acteurs du terrain et vous faites avancer les choses par vos actions. Moi, je pense qu'on se retrouvera bientôt pour savoir un peu plus mesurer ces impacts et les progrès qui auront été faits. En tout cas, on espère que ça sera très, très positif. Voilà, merci encore et puis bonne fin de journée à tous. Et merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.